Bien, nous allons débuter notre nouvelle journée. Merci à tous d'être présents. Donc, Monsieur Hervé Glazel va nous faire une présentation sur tous les outils de dépistage et de la disposition des équipes éducatives et porter une attention sur le rôle de l'enseignant, son expertise pédagogique et son expérience, son savoir-faire. Donc, de la même façon qu'hier, mais là, Monsieur Glazel propose de directement s'adresser à vous et vos questions, on pourra les poser depuis la salle. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi je vais descendre dans l'arène parce que être là-haut sur l'Olympe, j'aime moins ça. Donc l'idée c'est effectivement, je me présente, je suis Hervé Glazel, je suis neuropsychologue. Je m'intéresse au développement de l'enfant et de l'adolescent depuis maintenant plus de 15 ans. Je partage mon activité sur 3 axes complémentaires. Tout d'abord le dépistage. Je suis donc neuropsychologue clinicien et je suis accompagné par une équipe de 5 professionnels à Paris, Lyon, autour donc des diagnostics fins des troubles des apprentissages. Par ailleurs, depuis 2010, fort en fait de cette expérience de diagnostic, j'ai souhaité développer en fait une solution pour les familles, sous la forme d'écoles indépendantes qui proposent un cursus de 2 à 4 ans aux enfants de façon à les armer des outils de leur indépendance en classe avant de repartir dans le système ordinaire. Et enfin, j'essaye et de plus en plus de participer à des travaux de recherche parce que je pense que nous sommes dans un domaine d'abord fascinant qui est au bord en fait des connaissances et donc on ne peut pas se contenter de ce qu'on sait aujourd'hui. Il faut continuer à creuser les questions qui nous occupent pour faire avancer la science. En particulier, aujourd'hui, j'étais en co-tutelle de thèse avec une jeune femme qui vient de soutenir brillamment sa thèse jeudi dernier au Collège de France et donc nous avons par exemple proposé des nouveaux outils en fait, de détection des troubles des apprentissages autour, par exemple, de la lecture. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler donc, de ce que j'appelle la pédagogie inclusive. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup, en fait, de la scolarité inclusive, de l'inclusion scolaire, etc. On a entendu parler beaucoup maintenant, à l'époque, enfin, il y a encore récemment, c'était l'école pour tous. Maintenant, c'est devenu même l'école de chacun. Donc, si vous voulez, je trouve que il y a beaucoup de slogans un peu autour de tout ça. Est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que c'est des belles promesses? Comment en fait réussir finalement cette école pour tous ou pour chacun, etc. Sachant que quand il y a 8 à 10 millions d'élèves, ça me paraît toujours un peu étrange de proposer quelque chose d'aussi ambitieux, même si en fait c'est souhaitable. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt vous dire où il me semble que nous en sommes sur la question en fait, de l'inclusion et du rôle des enseignants. Je voudrais simplement vous présenter quelques statistiques. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ça me paraît important de pouvoir... Très bien, donc il faut vraiment que je fasse mon show. Donc le fait est, si vous voulez, c'est que ce qui m'a paru intéressant, c'est de présenter un certain nombre de données autour de, comment dirais-je, de la situation des élèves, et pas simplement en France, mais dans les pays, par exemple, qui suivent les évaluations PISA ou PIRLS, etc., toutes ces évaluations internationales. Donc, si vous voulez, selon PISA, alors c'est des données qui ont 4-5 ans, mais c'est les mêmes, en fait, on les répète tout le temps, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Un élève sur 4, selon PISA, et un élève sur 2, selon TIMSS, ont un niveau faible ou très faible en mathématiques. Ça signifie que donc, ces élèves possèdent au mieux certaines connaissances de base, mais ne sont pas capables de les appliquer. Vous savez que ces tests sont des tests pour montrer si les enfants sont capables d'utiliser leurs connaissances dans des situations concrètes. Donc ça veut dire qu'il y a donc, entre 25 et 50% des enfants qui sont en grande difficulté en mathématiques et qui ont des difficultés donc d'appliquer leurs connaissances dans des situations concrètes. Et pourtant, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'ils sont tous dyscalculiques. Vous savez que la dyscalculie est un trouble rare, c'est un trouble du sens du nombre, c'est en fait un trouble spécifique de la maîtrise des grandeurs, des magnitudes, des règles, si vous voulez, mathématiques. Et donc, si vous voulez, vous avez d'un côté beaucoup d'enfants en difficulté et par ailleurs peu, voire très peu, d'enfants qui ont un trouble neurologique qui, en fait, touche le sens du nombre.
Qu'en est-il, si vous voulez, pour la lecture, compréhension de lecture? 21% des élèves français, ça c'est un chiffre stable, hein, qu'on ne cesse de répéter. 21% n'atteignent pas le niveau 2, c'est-à-dire en fait, niveau faible, et restent très faibles, n'ont pas de lecture fonctionnelle. Et ce mot de fonctionnel, vous allez l'entendre souvent dans ma bouche, ça me paraît un élément clé, hein, c'est-à-dire entre la compétence d'un côté et la performance. Qu'est-ce que je fais de cette compétence? Qu'est-ce que j'en réalise? D'accord? Eh bien, en fait, pourtant, il n'y a pas en fait 21% d'enfants dyslexiques, si vous voulez, dans les écoles. On sait très bien en fait que c'est entre 5 à 8%, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais la totalité de ces enfants ne sont pas dans une situation en fait de troubles, si vous voulez, spécifiques de l'apprentissage de la lecture. Encore un exemple, et ça c'est aussi très frappant, hein, 40% des élèves issus d'un milieu défavorisé sont en difficulté. Hein, même c'est plus qu'en France. Alors évidemment, on a liberté, égalité, fraternité. On en a reparlé encore hier. On est peut-être un des systèmes qui se veut les plus égaux au monde, mais c'est peut-être un de ceux qui est le plus inéquitable au monde, hein, puisque 40% des élèves issus d'un milieu défavorisé sont en difficulté contre 34% dans la moyenne de l'OCDE. Et pourtant, ils n'ont pas tous un trouble des apprentissages. Ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, si vous voulez, c'est un des points clés finalement de mon travail aujourd'hui, c'est de faire la distinction entre la difficulté scolaire et le trouble des apprentissages. C'est-à-dire qu'on en a parlé hier aussi, c'est-à-dire en fait la compensation et l'accessibilité. C'est-à-dire en fait que finalement plus on compense, moins on rend accessible, ou en tout cas qu'il y a un risque autour de tout ça, hein. Mais la réflexion de fond, si vous voulez, c'est tous ces élèves qui sont en panne à l'école, hein, parce que vous savez alors peut-être, je ne sais pas si vous savez, quel est le pourcentage d'enfants en fait, qui sont en échec scolaire. Vous savez quelle est la définition de l'échec scolaire? L'échec scolaire, c'est sortir du système secondaire sans qualification formelle. Vous sortez de l'école à 15 ans sans diplôme, aucun. Alors qu'on sait à quel point dans nos pays sophistiqués, un diplôme est clé en fait, pour pouvoir rentrer dans le monde du travail. Donc 20% des enfants en fait, sortent du système scolaire sans qualification formelle. Donc ça veut dire que c'est quand même très très important, hein. Donc l'idée c'est d'un côté de véritablement prendre en compte cette question de la difficulté scolaire, mais de savoir quelle est la part qui correspond, si vous voulez, au trouble des apprentissages qui nous occupe aujourd'hui, hein, et de faire bien cette différence entre les élèves à besoins particuliers. Est-ce que c'est à si besoin particulier que ça quand on voit que 40% des enfants ou 50% ont du mal en maths, hein, ils n'ont plus vraiment de besoins particuliers, c'est qu'en fait il y a un problème, si vous voulez, de diffusion de la connaissance dans ces domaines. Voilà, donc si vous voulez, faisons d'abord cette première distinction, difficulté, trouble, et je reviendrai dessus, si vous voulez, de façon à ce qu'on parle bien de la même chose. Si vous voulez, il y a un peu d'histoire. Moi, j'ai connu un peu cette ascension parce que je fais ce métier depuis 15 ans. Ce n'était pas mon métier autrefois. Et donc, en fait, j'ai vu le décollage, si vous voulez, de cette problématique des enfants à besoins particuliers et des troubles des apprentissages. En plus, les vocables ont énormément changé. En 15 ans, tout ça s'est affiné ou au contraire, en fait, compliqué. Mais vous savez qu'en fait, tout a commencé en l'an 2000. C'est une affaire qui a un peu moins d'un quart de siècle, maintenant, 23 ans. L'inspecteur Ringard publie un rapport disant que les troubles du langage, c'est un problème de santé publique. Alors, il ne parlait pas de 20-25%, il parlait déjà de 5 à 10%. 5 à 10%, c'est énorme, hein, quand il y a 10 millions en fait, d'élèves, si vous voulez, 10%, ça veut dire c'est colossal. La loi de 2005 pour l'égalité des droits donc, va créer la MDPH, qui vont permettre en fait de faire reconnaître la situation de handicap par l'intermédiaire d'un guichet unique. Et donc, évidemment, ça va focaliser en fait l'attention sur ces questions et les enfants qui ont des troubles des apprentissages vont pouvoir finalement émarger à ce dispositif de reconnaissance de handicap. Donc ça évidemment d'une constatation, ça a donné lieu, si vous voulez, à une sorte de lieu de rencontre et d'ailleurs en fait de données statistiques pour pouvoir véritablement reconnaître ces enfants et les accompagner par l'intermédiaire d'un GEVASCO, des enseignants référents, etc. Moi je crois qu'il y a eu un moment clé, un moment de tournant, hein, mais probablement que Nathalie Gros nous en dira plus au niveau institutionnel, parce qu'elle était là aussi dans ces questions, c'est la création du PAP. En 2015, on crée le PAP
plan d'accompagnement personnalisé pour simplifier l'accès en fait aux enfants qui ont des troubles d'apprentissage à la question des adaptations, hein, des aménagements, etc. Puisque passer sous les fourches codines de la MDPH, c'est lourd, c'est long, ça prend du temps. On a vu qu'il y avait des délais, que c'est des dossiers très complexes. Je crois qu'on a parlé de 20-25 pages, il y a des volets variés, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc en fait, on a dit. Et puis il y avait une autre notion, dans mon souvenir, si vous voulez, c'était de se dire la MDPH vont avoir ce rôle autour de la compensation, hein, mais quelque part, l'essentiel se passe en classe. Et donc, finalement, il va bien falloir réimpliquer à un moment ou à un autre les enseignants, hein, puisque c'est eux qui sont à la manœuvre dans la classe. Et le PAP était censé être en fait un contrat temporaire d'1 an dans cette école-là, pour cette famille-là, avec cette équipe-là, pour pouvoir se mettre d'accord sur des aménagements. Et donc de redonner, si vous voulez, un peu de poids, si vous voulez, aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner les enfants correctement. Bien écoutez, il me semble que c'était une belle innovation. Cependant, en fait, ce que ça a créé, c'est une sorte de massification. On parle des statistiques, je crois qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est incapable de dire combien il y a de PAP dans le système. On sait qu'il y a 480 000 enfants en situation de handicap, 3 fois plus qu'il y a 15 ans, mais les PAP, on ne sait pas combien il y en a. Et dans certaines classes, il peut y en avoir 5 à 10. Je crois qu'en fait, j'ai entendu hier, parce que j'ai mon beau-frère qui vit ici et j'ai ma nièce qui est scolarisée ici, mes 2 nièces et neveux, dans leur classe, 10 enfants sur 30 ont un PAP. Donc ça veut dire que ça a créé un appel d'air absolument gigantesque, si vous voulez, autour de ces demandes d'aménagement. Donc, ce que je disais, nombre d'enfants en situation de handicap, et mes courbes sont toujours en retard, hein, puisque là c'est 2021, mais 2023, on est à 480 000, et vous voyez, c'est linéaire, hein, c'est une belle droite qui en fait passe de 118 000 en 2007 à 480 000 aujourd'hui. Alors, comment c'est possible d'avoir en fait cette massification, hein? Donc, vous avez un triplement d'enfants, hein, et ça devient 5% de la population scolaire. Alors, ce n'est pas complètement aberrant, hein, puisque les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, c'est 5 à 8%. Donc, on pourrait dire que si on faisait bien notre travail, ils seraient tous reconnus, hein. Ou en tout cas, ils seraient à peu près tous suivis. Le nombre de PAP n'est pas connu. Et aujourd'hui, on est passé à 132 000 AESH. Je crois qu'on est même à 150, mais peut-être 180 000 AESH dans le système. Donc, à partir de quasiment rien, il y a 10 ans, hein, 180 000, c'est devenu en fait le deuxième corps de l'éducation nationale, les AESH. Avec évidemment en fait une grande disparité entre les différents départements, hein, puisque quelque part les MDPH sont bien départementalisés, mais aussi finalement les rectorats ont leur politique, leur approche, leur culture, pourquoi pas, ça crée de la diversité. Donc à cause de quoi ? Comment peut-on expliquer, si vous voulez, ce basculement en fait, du système que nous vivons ? D'abord, une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif, si vous voulez, de l'enfant. Cognitif, ça veut dire quoi ? Traitement de l'information. N'oublions pas qu'il y a encore 15 à 20 ans, et il y en a encore, si vous voulez, qui considéraient que les troubles d'apprentissage, c'était des problèmes en fait psychodynamiques, hein, de personnalité, de développement affectif, etc., que l'enfant ne savait pas lire parce que sa maman ne l'avait pas accompagné au CP le jour de la rentrée, que finalement il y avait la naissance d'un enfant, un deuil, une séparation, etc. Donc on sait maintenant qu'évidemment ce sont des troubles neurodéveloppementaux, mais ce n'est pas si ancien que ça, hein, de pouvoir dire que oui, c'est un trouble spécifique et neurologique. Les modèles sont plus pertinents, donc on a une meilleure lecture finalement de ces troubles. Les outils de dépistage sont plus complets, encore que, hein, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour créer des nouveaux outils, puisqu'on pense qu'en fait beaucoup de nos outils sont globalement valides. Mais est-ce qu'ils sont si sensibles que ça, hein? Est-ce qu'ils sont capables de détecter en fait, les choses avec autant de finesse qu'on voudrait? Attention aussi, hein, pour vous qui êtes dans la salle, qui recevez des bilans, hein, l'utilisation de ces fameux outils. Quand on vous dit en fait, que cet enfant est à moins 6 écarts types, hein, est-ce que vous savez, moins 2 écarts types, c'est combien? Vous n'en savez rien, je vous en parlais tout à l'heure. Mais moins 6 écarts types, il y a peut-être un enfant sur 1 million. Donc, si vous voulez, nos outils n'ont jamais été capables de détecter des enfants qui sont à moins 6 écarts types. Parfois, vous avez moins 17 écarts types. Et ce que vous avez encore mieux, c'est que vous faites derrière un rebilan, un retest, et l'enfant a beaucoup progressé parce qu'il est passé de moins 17 écarts types à moins 7 écarts types. Donc, si vous voulez, bon, je crois que là, il y a vraiment un problème d'utilisation en fait, de ces outils, et il y a une sorte de vernis,
scientifiques, si vous voulez, mais sur lesquels on ne sait pas très bien de quoi on parle. Alors c'est vrai en même temps qu'il y a un basculement de la société, avec une prise de conscience collective, on a dit au niveau de l'institution. Il y a une évolution du cadre institutionnel, et je pense que l'évolution institutionnelle crée aussi un certain nombre de phénomènes. Si vous voulez, c'est une sorte de système récursif. Et l'évolution des mentalités. N'oublions pas qu'avant la création du PAP, se faire reconnaître en situation de handicap ou d'avoir un trouble, c'était stigmatisant. Les familles n'osaient pas mettre son enfant en situation de handicap, c'était l'angoisse, quoi. Moi, qui étais neuropsychologue, qui suis neuropsychologue, les familles étaient vraiment, catastrophées. L'image du handicap était considérée comme étant extrêmement problématique. Ce n'est plus du tout le cas. En quelques années, si vous voulez, finalement, c'est devenu admis et on considère qu'on peut faire reconnaître ce trouble sans être marginalisé. Tant mieux. Et évidemment, aussi peut-être, et ça il faut peut-être une introspection des professionnels de santé, si vous voulez, autour des critères diagnostiques, et de dire c'en est ou c'en est pas. Et de pouvoir avoir aussi la franchise que si en fait une famille traverse en fait le pas de notre porte et vient nous voir, ils ne vont pas ressortir nécessairement avec un diagnostic de trouble d'apprentissage. Et ça, il faut quand même une rigueur pour tout ça. Il y a quand même beaucoup d'officines dans lesquelles vous rentrez, vous êtes HPI, vous rentrez, vous avez besoin de lunettes et de prismes. D'accord ? Donc en fait, vous allez chercher votre certificat contre espèces sonnantes et trébuchantes. Donc voilà, il y a une évolution des critères diagnostiques pour le meilleur et pour le pire. Alors je voulais vous en parler sur un cas tout à fait emblématique, c'est le cas en fait de l'autisme, les troubles du spectre autistique. D'accord ? Alors je vous ai un peu mangé en fait la surprise, mais est-ce que vous savez quel était le pourcentage d'enfants dans le spectre autistique dans les années 70 ? Un chiffre. Quelqu'un veut faire une hypothèse ? Pardon ? 1 sur 20 000. Alors je pense que Émilie est peut-être effectivement un petit peu au-dessous de la réalité, mais c'était ça, l'ordre de grandeur. On pense que c'était autour de 1 sur 5 000, au mieux. Mais je pense que, en fait, vous avez tout à fait raison, c'était plutôt 1 sur 10 000, etc. Mais c'est ça l'ordre de grandeur, si vous voulez. Aujourd'hui, est-ce que vous savez le nombre d'enfants qui sont reconnus dans le spectre autistique ? 1 sur 150. Une autre idée ? Pardon ? 1 sur 150, on n'est pas loin de l'ordre de grandeur. 1 sur 50. C'est-à-dire qu'il y aurait 2% d'enfants qui seraient dans le spectre autistique. Ça, c'est les statistiques officielles sur la prévalence en fait, de l'autisme. C'est donc des statistiques américaines, mais grosso modo, ça arrive en France avec 10 ans d'écart. On a à peu près les mêmes chiffres, si vous voulez, qui suivent, avec 5 à 10 ans d'écart. Donc, si vous voulez, pourquoi ? Mais pour des très bonnes raisons. Tout d'abord, en fait, les modèles, si vous voulez, se sont beaucoup améliorés. Une fois de plus, il y a 50 ans, beaucoup de ces enfants étaient considérés comme étant psychotiques, si vous voulez, avaient un trouble avec un aspect catastrophique, si vous voulez, de considérer que les familles étaient la cause du trouble de leur enfant. Et donc, en fait, on est passé complètement à côté pendant des décennies. Aujourd'hui, on sait que c'est un trouble neurodéveloppemental sévère, précoce, si vous voulez, et qui touche spécifiquement le noyau dur, si vous voulez, de la cognition sociale, c'est-à-dire de la compréhension des signaux sociaux. D'accord ? Et ce n'est pas tout et n'importe quoi. Beaucoup d'enfants autistes dans les années 70, comme des enfants dyslexiques du reste, étaient considérés comme présentant un retard mental, une déficience intellectuelle. D'accord ? Donc en fait, évidemment, on a fait d'énormes progrès dans la reconnaissance finalement avec des meilleurs modèles. Un meilleur diagnostic probablement, plus de gens en fait formés qui comprennent bien les choses et qui sont capables de les poser. On a parlé d'éléments environnementaux, ça n'est pas prouvé. Des perturbateurs, etc. Cependant, tous les troubles des apprentissages sont des troubles neurodéveloppementaux qui sont à la fois en fait une vulnérabilité qui rencontre éventuellement des éléments environnementaux. Voilà, ça émerge dans le développement de l'enfant avec une grande part génétique et éventuellement des éléments complémentaires en fait environnementaux qui sont encore à déterminer. Mais aussi, et pourquoi pas, très probablement en fait une évolution des critères diagnostiques. Les seuils ont changé. Et soyez aussi très vigilants
hein, moi qui suis un peu tout ça depuis 15 ans, je vois maintenant que nos élèves ou nos patients qui repartent finalement faire une nouvelle évaluation, par exemple générale, etc., très souvent reviennent avec des diagnostics de TSA, hein, parce qu'ils sont isolés en classe, parce qu'ils sont un peu bizarres avec leurs copains, parce que finalement dans la consultation, ils ont une remarque un peu étrange, etc. Non, c'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment un diagnostic fin, lourd, complexe, si vous voulez, que d'arriver jusqu'au diagnostic de trouble du spectre autistique. Et d'ailleurs, en fait, attention, c'est une très mauvaise nouvelle, le TSA, si vous voulez. C'est qu'un enfant qui a authentiquement un trouble du spectre autistique, sa capacité future, même s'il est bon élève et qu'il n'a pas de retard intellectuel ou de trouble du comportement, son devenir social, ça ne sera pas une sinécure, si vous voulez. L'adaptation scolaire, l'adaptation en tant qu'étudiant, l'adaptation surtout en tant que citoyen professionnel et dans sa vie sociale et sentimentale peut être très compliquée. Donc il ne faut pas poser ce type de diagnostic à la légère. Donc voilà un petit peu ce qui nous arrive, hein, cette vague, ce tsunami, si vous voulez, de troubles spécifiques qui finalement qu'on doit traiter et que l'école doit traiter, puisque finalement arrivent des magnifiques certificats avec beaucoup de tampons, des titres, etc. Et donc il faut en faire quelque chose. Donc, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que dans les années, donc en 2005, quand il y avait 150 000 enfants en situation de handicap, c'était essentiellement le retard mental. Hein. C'était grosso modo les enfants qui, malheureusement, et ça existe, et pourtant parfois ça n'est pas bien reconnu et pas bien suivi, sont des enfants qui n'ont pas les moyens intellectuels d'accéder à la complexité des apprentissages scolaires. Parce qu'ils ont un trouble de la conceptualisation ou du raisonnement. L'essentiel, les 300 000 enfants de différence, c'est les TND. C'est finalement les troubles neurodéveloppementaux, les troubles des apprentissages. Donc on a les troubles du spectre autistique dont on vient de parler et les fameux troubles 10 qui nous occupent, hein, entre autres. Alors que les TND, on l'a dit, on l'a répété et on peut le redire une fois de plus, il y a 3 critères, ce sont les critères internationaux. Hein. Ce sont en fait des troubles neurodéveloppementaux, ils n'ont pas été acquis et encore que, hein, je trouve qu'il faut faire attention, peu importe si un enfant malheureusement, hélas, a eu un accident de la route, a un trauma crânien, ben, il a un trouble de l'attention, un trouble dysexécutif, si vous voulez, ben, que ce soit acquis ou que ce soit un neurodéveloppemental, on s'en fiche. Et ça va être probablement un des points clés que je voudrais évoquer avec vous, peu importe l'étiologie, peu importe, si vous voulez, d'où vient en fait, comment dirais-je, ce qu'on constate en classe, hein, finalement, au bout du compte, ce qui compte, c'est l'observable pédagogique, c'est ce qu'on voit en classe qui va être la clé. Hein. Donc en fait, en principe, c'est non acquis, ça touche électivement certaines dimensions cognitives, pas toutes, sinon c'est un retard global. Il existe des multidis, ils sont rares, mais ils existent, et ça demande en fait un travail d'élucidation complexe et fin, mais ça touche électivement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je crois qu'il faut aussi toujours se rappeler en fait que le verre il est à moitié plein. Ça veut dire que s'il y a un trouble, ça va toucher électivement une dimension cognitive, mais toutes les autres seront préservées. Donc en fait, et ça va être notre chance d'élucider ce qui ne va pas, nous permet aussi en différence de dire tout ce qui va et ce sur quoi on va s'appuyer pour aider cet enfant-là. Donc ça fait quand même toute la différence de regarder les choses sous cet angle-là et pas sur l'angle du manque, mais sur l'angle en fait des points d'appui. Donc on sait en fait que c'est le traitement de l'information par le cerveau. Hein, donc ça peut être l'information verbale, l'information numérique, l'information, comment dirais-je, motrice, proprioceptive, etc. etc. Ces troubles peuvent être co-occurrents. Et c'est là où peut-être effectivement arrive ce niveau de complexité qui peut devenir compliqué, hein, c'est-à-dire effectivement c'est de tenir compte d'un certain nombre de dimensions. Il est rare qu'un trouble neurodéveloppemental arrive seul. C'est-à-dire que très souvent, et ça paraît aussi assez logique, on trouve des cas uniques. C'est pour ça que la recherche existe. C'est de montrer qu'il existe ce qu'on appelle des doubles dissociations. C'est qu'on a un enfant qui présente un trouble de la fonction A, mais la fonction B est préservée. Et inversement, un autre enfant, la fonction A est préservée, et la fonction B est déficitaire. Donc il y a double dissociation. Ça n'est pas lié causalement. Et donc en fait, il y a 2 troubles autonomes. Mais ces cas uniques, ces cas indépendants, si vous voulez, ne nous permettent que de comprendre la science, mais pas forcément les patients qui peuvent souvent présenter des troubles co-occurrents. Et ça présente 8 à 10%, et certainement pas la moitié des enfants, 25% des enfants, voire même les 20% d'enfants en échec scolaire. On pense que la moitié
des enfants qui ont des troubles d'apprentissage sont à risque de présenter un échec scolaire. C'est beaucoup, hein, mais ce n'est pas tous. Donc en fait, il faut aussi pouvoir faire le tri dans tout ça, et c'est à l'école que ça va pouvoir se faire. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Hein, je plante un peu le décor. Bien, donc les TNT troubles 10, on va les retrouver, hein, les troubles du langage oral, les troubles du langage écrit sur les deux versants, dyslexie, trouble de la perception, il rentre, hein, c'est l'information qui rentre. Le trouble de l'orthographe, c'est une difficulté, si vous voulez, en aval, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui prépare, si vous voulez, l'orthographe du mot et qui n'arrive pas en fait à correctement la formuler. On a les troubles graphiques, hein, les troubles en tout cas du geste, les dyspraxies et plus spécifiquement à l'école les troubles de l'écriture. Toutes les dysgraphies ne sont pas dyspraxiques, rappelons-le. Les dyscalculies qui sont rares mais qui existent, là aussi. Et vous savez, en fait, est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'enfants, tous milieux socioculturels confondus, qui ne maîtrisent pas les fractions? Un chiffre, en sixième. 60, 15, 75 ou 60? Oh. Vous dites 40, c'est 90%. 90% des enfants mettent 1,5 à 1,2. D'accord? Alors peut-être 1,5, c'est un cas un peu à part, mais 1/5, ils le mettent tous à 1,5. Et y compris dans les milieux favorisés. Ils ne sont pas dyscalculiques. D'accord? C'est peut-être nous qui devons mieux enseigner en fait les fractions. Il faut arrêter de mélanger les fractions avec les nombres à virgule, sinon ça fait de la confusion. Il faut arrêter de faire des parts de pizza parce que paraît que ça marche moins bien que de travailler en fait sur un axe, etc., etc. Il y a un entraînement, il faut réviser en fait ce qu'on en est. Et puis il faut voir aussi au niveau des enseignants. Encore la semaine dernière, j'ai une enseignante très honnête qui m'a dit « j'ai du mal à enseigner les fractions parce que moi-même, je les comprends mal ». Donc il faut avoir l'honnêteté de se dire j'ai des choses que je maîtrise moins bien et donc en fait je les enseigne moins bien. Les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors on a des trucs à la grosse louche, hein. Dans les troubles neurodéveloppementaux, il semblerait qu'environ 30% des enfants qui ont un trouble 10 ont aussi un trouble de l'attention. Et l'hyperactivité n'étant qu'un corollaire d'instabilité motrice autour de tout ça. Les syndromes exécutifs mal connus, ou en fait agité, si vous voulez, de manière, là aussi, peut-être à plus ou moins bon escient. Hein. C'est un trouble vraiment tout à fait problématique, puisque c'est autour des fonctions de régulation. Ce n'est pas une fonction en soi, c'est une fonction qui régule toutes les autres. Hein. Planifier, anticiper, faire preuve d'inhibition sélective, flexibilité mentale. Il y a aussi en fait dans ce paquet ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui n'est pas une mémoire de stockage. Si vous voulez, c'est toutes ces questions en fait autour de la régulation et de la planification, qui évidemment à l'école est cruciale, hein, puisque même en fait faire son cartable, organiser en fait ses affaires, planifier son action, c'est tout le temps. Hein. Les dysnésies, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, qui, heureusement, sont extrêmement rares chez l'enfant. Sincèrement, moi, je fais ce métier depuis 15 ans et j'ai dû en voir deux, hein, dont une qui avait une encéphalopathie herpétique gravissime, hein, qui était devenue une cécité corticale et qui avait un trouble mnésique majeur. Mais c'est des enfants qui, hélas, ont traversé des pathologies gravissimes. Hein. Donc, quelque part, les dysnésies sont très rares chez l'enfant. Les neuropsychologues de l'enfant les connaissent mal. En revanche, les neuropsychologues, et ça je vais vous dire, pensons à nous, les neuropsychologues d'adultes les connaissent très bien parce que dès 25 ans, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, on se met à décliner du point de vue de la mémoire. Et donc l'idée, c'est que là, pour le coup, ça arrive beaucoup plus souvent pour les adultes. Les TSA, on vient d'en parler, troubles spécifiques de la cognition sociale, des signaux sociaux, difficulté à traiter la prosodie, l'implicite, le second degré, les expressions faciales et ce qu'on appelle les fausses croyances, la théorie de l'esprit, être capable de se mettre à la place des autres, de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, etc. Avec des éléments périphériques, mais qui ne sont que périphériques, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, sélectivité, effectivement, mais ce ne sont que des troubles périphériques, si vous voulez. Le noyau dur, c'est la cognition sociale. Donc ne mélangeons pas tout, ne prenons pas en fait une sorte d'élément anecdotique pour le diagnostic. Et puis on parle des talents particuliers, hein, parce que ce sont des enfants qui sont compétents. Pour être 10, il faut avoir une efficience intellectuelle globale qui soit préservée. Hein. Donc là aussi, excellente nouvelle, les enfants 10 sont les enfants compétents. Donc là-dessus, en fait, on peut, si vous voulez, s'appuyer dessus pour les faire progresser. Attention, attention.
Caroline Huron, notre collègue, est en train de faire une enquête, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est qu'elle a posé la question de façon à essayer de comprendre quel était le lien entre handicap et compétence, la perception par les enseignants de la compétence d'un enfant selon l'existence ou non, si vous voulez, de la notion de handicap. Donc ça, de manière explicite, si vous voulez, le nombre en fait, d'enseignants qui lient en fait, handicap et incompétence est très faible, mais de manière implicite, en faisant des associations, si vous voulez, de mots, eh bien en fait, est-ce que vous savez quel est le pourcentage des enseignants qui pensent qu'ils lient en fait handicap et incompétence? 85%. Donc c'est très implicite. Les gens ne sont pas méchants, si vous voulez. Les gens n'ont pas envie de dire, etc., et d'être dévalorisants. Cependant, il y a un je ne sais quoi qui fait qu'un enfant, si vous voulez, qui a une notion de handicap, eh bien, il va se retrouver, si vous voulez, avec, OK, il a 18, mais son 18, il vaut quoi? Il vaut 12, mais son 12, il vaut 5, si vous voulez. Et faisons très, très attention avec ça. Parce que, si vous voulez, tous les aménagements, etc., amènent aussi à un recalcul implicite par les enseignants ou par les écoles, etc., de ce que veut dire cette note. Et donc, il faut faire très attention à la manière dont c'est fait et à la manière dont c'est communiqué. Voilà. Mais n'oublions pas que nos enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental sont des enfants compétents. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner nos enfants en fait, qui ont un trouble de la dynamique intellectuelle. Cela aussi, on n'en parle pas beaucoup. Les enfants en fait, qui ont un retard mental, alors qu'ils leur font un projet de vie. Et on voit très bien, par exemple, sur la trisomie 21, on a fait des miracles en 50 ans d'enfants en fait, qui étaient enfermés chez eux et totalement, si vous voulez, passifs. On voit maintenant des enfants en fait, qui prennent les transports en commun, qui ont des activités, bref, qui participent à la vie sociale. Et donc, il était grand temps que ça se produise. Donc voilà un petit peu sur ces questions en fait, de définition. Donc, on a dit que les troubles 10, c'était un déficit d'acquisition d'une compétence fondamentale pour fonctionner en société. Ce n'est pas tout et n'importe quoi. Avec des dispositions intellectuelles standards. Et dernier point très important, que l'enfant ait été exposé de manière intensive et appropriée aux apprentissages. On vient d'en parler il y a 2 minutes, si vous voulez, sur cette question, mais finalement, ces enfants 10, comment il faudrait leur apprendre à lire? C'est une drôle de question, ça. Parce que, quelque part, est-ce qu'il leur faut une méthode spéciale pour apprendre à lire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il leur faut une méthode spéciale pour apprendre à lire? Qui pense que oui? Levez la main. Une méthode spéciale pour les enfants dyslexiques? Levez la main. On va en parler. Mais qui pense qu'en fait, on n'a pas besoin d'outils spéciaux pour les enfants dyslexiques? Pardon? On va dire les deux. Une méthode ou des outils en fait différents. Vous pensez? Vous ne pensez pas? Si vous voulez, la définition du trouble 10, c'est que vous avez été exposé normalement à la bonne méthode d'apprentissage. Il n'y a pas 130 000 manières d'apprendre à lire, c'est le rapport graphème-phonème, si vous voulez. Donc cette méthode-là, ça c'est la bonne méthode. Il n'y a pas une méthode spéciale, puisque quelque part, si vous voulez, la bonne méthode, c'est de réussir à faire ce lien, si vous voulez, et d'associer graphème et phonème, et de se créer une voie d'assemblage et une voie d'adressage. D'accord? Eh bien, par définition, un enfant 10, c'est que malgré la bonne méthode, il n'y arrive pas. Si on ne lui a pas donné la bonne méthode, ça peut expliquer qu'il dise mal, si vous voulez. Mais au bout du compte, un enfant dyslexique, c'est qu'il a dans le chemin de l'information, depuis les aires visuelles jusqu'aux aires verbales, si vous voulez, il y a un truc qui dysfonctionne. On ne sait pas encore très bien, on est tout à fait capable de savoir où et à quel niveau du traitement de l'information ça se situe, mais on n'est pas capable, si vous voulez, de dire pourquoi à ce niveau, en fait, à ce moment en fait, du traitement de l'information, l'enfant n'y arrive pas. Densité en neurones, organisation des réseaux, neurotransmetteurs, modulation d'un certain nombre de choses, on n'en sait rien, si vous voulez. Donc il n'y a pas de méthode spéciale pour les enfants dyslexiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pallier. C'est que si en fait le rapport graphème-phonème ne fonctionne pas, on va travailler sur la syllabe. On va faire de l'imprégnation syllabique. C'est moins bien, parce que les lettres, il y en a 26, les syllabes, il y en a beaucoup plus. Donc c'est plus compliqué. Si ça ne marche pas, on va travailler sur une unité plus large. Les morphèmes, les, l'étri, l'étage, à l'été, LAIT, c'est toujours le même morphème, ça se dit toujours les, etc. Donc on va être sur une autre. Et puis pour des enfants rares, heureusement, on va leur donner un petit stock de mots qu'ils vont apprendre, comment dirais-je, par cœur. Mais on voit très bien que ça va être très vite très limité. C'est quasiment la méthode globale. Ils vont avoir un stock de mots, si vous voulez, pain, lait, etc. Parce qu'ils sont extrêmement dyslexiques. Heureusement, il y en a très peu, mais on va leur donner. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de méthode spéciale
La bonne méthode, elle est bonne pour tout le monde. Mais c'est qu'en dépit de cette bonne méthode, il n'y arrive pas. D'accord? Donc, est-ce qu'il existe un trouble 10 dans les écoles, si vous voulez, qui, comment dirais-je, n'en est sans doute pas un. Un trouble très, très, très répandu. Vous avez une idée, vous qui êtes dans les écoles? Les dysorthographies. Est-ce qu'on est tous dysorthographiques? Certainement pas. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, en effet, qui ont du mal en fait, à formuler l'orthographe des mots, mais il y a beaucoup d'enfants en fait, qui simplement n'ont pas été exposés avec assez d'intensité à l'apprentissage. Dans les années 50, pour passer en sixième, il fallait moins de 5 fautes à la dictée. D'accord? Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez le bac avec 18 de moyenne en ayant une copie de philo avec 50 fautes, si vous voulez. Bon, c'est un changement de société. Bien, pas bien. Or, en fait, l'orthographe, pendant longtemps, on a dit que l'orthographe, c'était l'intelligence des idiots. Hein. Donc, c'est aberrant, puisque l'orthographe, ça donne du sens. Ou accent ou sans accent, c'est du sens. C'est une convention qui est clé pour nous permettre de prendre la bonne voie au moment où on lit. Si on est ou bien, ou si on est ou est, si vous voulez, ben on voit très bien que quand l'orthographe n'est pas la bonne, on est obligé de reculer parce qu'en fait, on était parti sur le ou bien et on nous a dit, en fait, c'était une histoire de lieu. Donc, en fait, on est gêné et donc on est obligé de retourner en arrière pour savoir, en fait, ce dont on nous parle. Donc, en fait, l'orthographe, c'est un élément clé de sens. Donc, attention aux troubles 10 qui sont finalement le produit d'un défaut d'exposition aux apprentissages. Voilà, donc faisons attention. Les troubles 10 ont une certaine intensité et durabilité. D'accord? Ce n'est pas simplement une difficulté passagère ou superficielle. Mais attention aussi, n'enfermons pas nos enfants 10 dans une sorte de destinée, si vous voulez, malheureuse, dans laquelle finalement ils auraient devant eux une longue série d'échecs devant eux. Pas du tout. Hein. Effectivement, dans les 10 ans de scolarité, 5 à 15 ans, c'est le moment de tous les dangers. Puisque quelque part, en CPCE1, vous apprenez à lire, en CE2, vous êtes censé savoir lire, en CM1, c'est fini. D'accord? Il n'y a plus d'entraînement, vous utilisez la lecture comme un vrai outil scolaire et vous utilisez la lecture pour comprendre. D'accord? Donc évidemment, un enfant dyslexique ou mauvais lecteur ou lecteur fragile, si vous voulez, il est tout de suite en panne, parce que tout est à l'écrit. Donc en fait, effectivement, quelque chose qui était censé être automatisé, eh ben, ne l'est pas, et donc l'enfant va se retrouver dans une double tâche, j'en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps, et donc va se retrouver en grande difficulté parce qu'il n'accède pas à la tâche qu'on lui demande en fait de réaliser. Donc il y a une certaine intensité. Durabilité, oui, c'est vrai, mais il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une première bonne nouvelle, c'est la maturation cérébrale. Et tous les parents d'enfants 10 le voient. Si vous voulez, c'est qu'avec la maturation, vous avez en fait des troubles qui vont s'amenuiser. D'accord? Deuxième élément, il y a eu la stimulation. Heureusement aussi, on a des orthophonistes, des ergots, des psychomotes, on a en fait toutes sortes en fait, de professionnels qui nous permettent de viser ce qui marche moins bien et d'entraîner ce qui marche moins bien spécifiquement. Et donc, si vous voulez, ça va nous permettre d'obtenir certains progrès. C'est pour ça que le diagnostic fin est fondamental. Parce que si vous en envoyez un enfant dysgraphique chez le psychomote pendant 3 ans, d'accord, alors que vous n'avez pas fait de test de lecture et vous vous rendez compte en réalité c'est un enfant non lecteur, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que c'est une dysgraphie qui est le produit, si vous voulez, du fait que le code écrit est inaccessible. Donc l'enfant, il fait comme nous quand on écrit un idéogramme chinois, il fait les trucs comme il peut, si vous voulez, il fait une sorte de copie servile, mais au bout du compte, il ne sait pas du tout ce qu'il écrit. Il n'a pas accès suffisamment à l'écrit pour pouvoir donner du sens. Donc il est dysgraphique, mais en conséquence de. Il y a des dysgraphies dysexécutives. Hein, des enfants qui écrivent comme ça, puis ça s'effiloche complètement, puis le trait part dans tous les sens, etc. Donc savoir ce que c'est et ce que ça n'est pas, c'est fondamental, parce que quelque part, on va viser le bon apprentissage pour aider cet enfant-là. Ou les modes de comportement, on en parlera. Mais donc, si on stimule correctement, l'enfant devrait avoir certains bénéfices, heureusement. Puis le dernier point, ce sont des enfants compétents, donc c'est des enfants qui savent se créer des voies de contournement, hein, et qui sont capables en fait, d'éviter l'obstacle et de trouver en fait, des points d'appui. D'accord? Donc c'est tout ça qui va faire que la présentation d'un enfant 10 de 5 à 8 ans ne sera pas du tout la même qu'un enfant de 15 à 18 ans. Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, il faut les accompagner, si vous voulez, différemment, parce qu'effectivement, c'est cette période de la scolarité primaire et secondaire, collège, si vous voulez, qui seront les moments de tous les risques de ces enfants de déraper et de ne pas pouvoir donner lieu à développer leur plein potentiel. Et donc, perte de chance et donc éventuellement handicap. D'accord ?
Donc, ce qu'on a dit, stabilité, enfin, en tout cas, intensité, durabilité, pas stabilité, intensité, durabilité, et ça c'est un point fondamental, hein, et c'est une responsabilité pleine et entière de l'école, l'impact fonctionnel. Je vais vous donner l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai un trouble, ce trouble, il est mesurable, d'accord? Cette compétence, elle est mesurable, donc le trouble, il est mesurable. Et par ailleurs, en fait, mais l'idée, c'est de se dire quelle est sa conséquence dans la vie quotidienne. Jusqu'à quel point ça gêne cet enfant-là de fonctionner, en fait, dans sa scolarité, dans sa vie quotidienne, dans sa vie sociale, etc. L'impact fonctionnel. Alors, je crois que c'est ma slide suivante, voilà, donc, dont je vais parler. Et donc, ça, c'est toute la question de la mesure du trouble, d'accord? Mais donc, il y a trois critères, il y a des critères variés, des critères variés de mesure de la compétence et de la mesure du trouble. Et derrière, il nous faut absolument une mesure fonctionnelle. Mais qui la trouve, cette mesure fonctionnelle? Est-ce que c'est dans nos cabinets, si vous voulez, de neuropsychologues et autres? Ben non, c'est aussi à l'école qu'on le voit. Fonctionnellement, l'enfant s'en sort-il en dépit de son trouble? Bien, un petit peu de maths. D'accord? Il ne faut pas que ça inquiète tout le monde, mais quelque part, voilà, vous êtes 10, vous ne connaissez rien aux statistiques, vous êtes angoissé par les maths, vous avez de l'anxiété mathématique, mais là, je vais la dépasser avec vous. Regardez, vous avez en fait une courbe de Gauss, ça veut dire simplement, en fait, ici, c'est que là, vous avez la note, d'accord? Alors, c'est encore un peu plus intimidant, parce que vous avez même des lettres bizarres. Mu, ça veut dire moyenne, et sigma, ça veut dire écart-type. D'accord? Donc c'est une mesure statistique. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez le nombre de gens qui sont concernés. D'accord? En moyenne, on est tous semblables. D'accord? 70% de la population est en fait entre ce qu'on dit moins un écart type et plus un écart type. C'est la norme. C'est comme la taille, c'est comme le poids, si vous voulez, c'est comme toutes sortes de choses. On est tous semblables, mais il y a des gens un peu plus grands, des gens un peu plus petits, des gens un peu plus gros, des gens un peu plus légers, etc. C'est en fait la diversité du biologique. D'accord? Et donc, quelque part, mais on est tous très semblables, 70%. D'accord? Et puis ensuite, vous avez des gens en fait, qui sont un peu différents. D'accord? Et donc, entre moins 1 et moins 2 écarts types, si vous voulez. Donc là, c'est la moyenne. OK? Entre moins 1 et moins 2 écarts types, vous vous retrouvez, si vous voulez, dans des compétences qui sont un peu limites. Hein. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas totalement, c'est pas très rare. C'est 15% de la population, 13 on va dire, 13% de la population, une personne sur 10 est dans cette ah zut. Donc 13% sont à ce niveau-là. Et puis en fait, et puis vous avez véritablement des gens qui sont loin de la moyenne. C'est donc en fait moins 2 écarts types, et moins 2 écarts types, c'est 2,1%. Alors on voit bien, hein, on dit que les troubles 10, c'est 5 à 8%, d'abord parce que c'est co-occurrent, mais même la dyslexie seule. Donc les courbes ne sont pas aussi jolies que ça. Hein, il y a des fat tails, il y a des distributions pas tout à fait homogènes, etc. Et donc en fait, c'est approximatif. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, c'est environ 2%. Hein. C'est comme on parlait hier en fait, pour les enfants HPI. Hein, plus 2 écarts types, c'est-à-dire en fait à plus 130 de QI, c'est 2%. Hein, donc pour une cohorte d'âge, vous savez combien il y a d'enfants qui naissent chaque année? Combien? 700 000, hein, 15% de moins qu'il y a 10 ans. 700 000 enfants, 2%, hein, ça fait pas lourd hein, par cohorte. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que les hauts QI, c'est des situations rares. Et plus 3 écarts types, c'est-à-dire que QI supérieur à 145, c'est 0,1%. J'avais fait le calcul, si vous voulez, pour Paris. Ça veut dire qu'il y en a un éventuellement par année et par arrondissement. D'accord? Donc ce n'est pas qu'il y en ait des masses. Hein. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que statistiquement, c'est là. Et donc 2%, un enfant sur 50 va se retrouver finalement dans cette difficulté-là. Mais encore faut-il savoir de quelle difficulté il s'agit. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons critères. Je donne l'exemple en fait de la lecture. Il y a donc 3 critères pour la lecture. Un, il y a la vitesse de lecture. C'est-à-dire en fait, être un lecteur lent, on va le voir, est un problème. Parce qu'en fait, vous surchargez votre mémoire de travail, et donc si vous ne lisez pas assez vite, l'information s'accumule sur une longue période, et votre mémoire de travail est surchargée, et donc vous ne pouvez pas en fait comprendre ce que vous lisez. Deuxième élément, il y a la précision de la lecture. C'est le nombre d'erreurs par rapport au nombre de mots lus. D'accord? Est-ce que vous savez comment en fait un normolecteur, le pourcentage d'erreurs d'un normolecteur? À votre avis? Nous tous, hein, normolecteurs, combien on fait d'erreurs en pourcentage en fait de nombre de mots lus?
Oui, à voix haute, on est obligé. Il n'y a pas de solution, parce que si ce n'est pas à voix haute, on ne peut pas savoir s'il y a une erreur ou non. Hein, ce sera dans votre tête. On est un peu obligé. Ce qui est d'ailleurs une vraie question, ce que vous dites, puisque un enfant 10, il ne faut surtout pas qu'il lise à haute voix, parce qu'on rajoute l'élément moteur de préparation en fait, de l'articulation, et donc tout ça, en fait, ça coûte en plus. Mais donc le pourcentage de mots erronés, lus erronément. Une idée? Un chiffre? 5? 5 quoi? 10%? 5%? Quoi d'autre? 1%? En fait, vous avez raison. Vous avez le bon ordre de grandeur, c'est très faible, c'est 4%. 4 à 5%. Donc, quelque part, le système est très, quand il est bien entraîné, il fait très peu d'erreurs. 4%, c'est quand même pas grand-chose, 4 mots sur 100. Bien. Donc, l'idée, c'est que finalement, c'est le nombre d'erreurs, deuxième critère. Et le troisième critère, le critère fonctionnel de la lecture, ça sert à quoi? À comprendre. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir systématiquement un test de compréhension de lecture, parce que sinon, en fait, vous ne savez pas si c'est fonctionnel ou non fonctionnel. Là, on en a des tests, hein. C'est des QCM, on fait lire des textes des enfants, et puis après, ils doivent en fait répondre à des questions. Et vous faites une statistique, c'est normé sur 700, 800 enfants par niveau de classe, et ensuite, vous savez quel était le pourcentage de bonnes réponses attendues. D'accord? Donc ça permet en fait d'avoir la fonctionnalité de la lecture. Et vous comprenez bien qu'il y aura un écart. Il y a des mauvais lecteurs qui sont des bons compreneurs. D'accord? Et vous avez des bons lecteurs qui sont des mauvais compreneurs. Pourquoi, à votre avis? Il y a des explications pour ça. Pardon? Non, on est tous pareils. Alors on peut avoir cette question-là, hein, si vous voulez, mais qu'est-ce qui fait qu'un mauvais lecteur va devenir un bon compreneur? C'est paradoxal. Oui, mais quelque part, si la toute première étape visuelle ne va pas, si vous voulez, je ne vois pas comment il peut atteindre, si vous voulez, les mots, le sens, alors qu'en fait, il avait eu des mal d'emblée dès les premières étapes. Absolument. Premier élément, il y a un gros élément de compensation, c'est la taille du vocabulaire. J'avais encore une proposition. Peut-être, mais j'ai entendu un autre mot qui me paraît encore plus... Le contexte. Donc on a deux points clés. Un, si vous voulez, c'est le bon vocabulaire. Un enfant qui a un large vocabulaire, ben en fait, quelque part, il est mauvais lecteur, mais finalement, avec quelques indices, il va quand même réussir à adresser dans un vocabulaire très riche pour aller vers le bon mot, si vous voulez. Et puis vous avez un deuxième élément, et ça qui est archi démontré, c'est le contexte. On a donné deux textes, on a donné le même texte qui parlait en fait d'un match de tennis à des enfants. D'accord? La moitié du groupe, comment dirais-je, il y avait des enfants qui étaient bons lecteurs, l'autre qui étaient mauvais lecteurs. Certains qui connaissaient le tennis et d'autres qui ne connaissaient pas le tennis. D'accord? À votre avis, qui comprenait mieux? Les bons lecteurs qui ne connaissaient pas le tennis ou les mauvais lecteurs qui connaissaient le tennis? Vous avez suivi. Donc la grande idée, si vous voulez, c'est qu'on sait très bien, si vous avez du contexte, si vous voulez, ben, vous comprenez mieux le texte. Donc pourquoi? Parce que quelque part, évidemment, on va tout le temps puiser dans sa culture générale, on va tout le temps puiser dans sa mémoire. C'est pour ça que les troubles mnésiques de l'enfant, heureusement rares, sont catastrophiques à l'école. On ne se rend pas compte à quel point on est tout le temps en train de puiser dans nos connaissances générales sur le monde pour comprendre en fait les notions scolaires. D'accord? Et donc finalement, avec des bonnes connaissances générales sur le monde, eh bien en fait, on va mieux comprendre le texte parce qu'on a d'emblée du contexte. D'accord? Et donc c'est pour ça que les enfants dyslexiques en particulier, il faut les nourrir. Il faut leur montrer des vidéos, des expos, etc. parce qu'ils n'ont pas accès à la lecture. Donc, un, ils ne vont pas renforcer leur vocabulaire. Deux, ils ne vont pas renforcer leur connaissance sur le monde. Donc, ça va être une boucle négative dans laquelle ils ne comprennent pas bien, ils ont peu de contexte, mais ils ne lisent pas. Donc, ils ont encore moins de contexte, c'est terminé. D'accord? Donc, on est sur une boucle, si vous voulez, négative. D'où l'idée, si vous voulez, c'est que toujours trois critères pour la lecture: vitesse, précision, compréhension. Et ça, c'est un point fondamental, c'est la réalisation concrète du trouble, si vous voulez, dans la vie quotidienne de l'enfant. C'est la fonctionnalité. Je vais me permettre de regarder l'heure. C'est tout?
Mais j'avais pas 1 heure? Ah oui, d'accord. Bah, je me dépêche alors. D'accord. Donc bref, ce que j'ai envie de vous dire, si vous voulez, c'est qu'on est sur une question complexe dans ce continuum. Si vous voulez, c'est la question du trouble versus la question de la difficulté scolaire. Je pense que c'est le noyau dur de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. D'accord? C'est comment on fait le tri entre la difficulté scolaire qui peut atteindre la moitié des élèves, ou 90% des élèves, dans des notions complexes, si vous voulez, et le trouble qui est un empêchement, qui est en fait une difficulté fondamentale pour accéder aux choses. Alors vous allez me dire, mais comment je vais faire le tri? Où est-ce que je mets le cut-off? Où est-ce que je mets la limite? J'ai la statistique, mais même dans la statistique, si vous voulez, on peut avoir un certain nombre d'ambiguïtés. Hein. Donc une des questions clés, c'est la réponse à l'intervention. Hein, un des éléments fondamentaux, c'est de se dire, je suis en classe. À votre avis, en fait, les enfants de 6 ans, à quel âge, ils mettent combien de temps pour apprendre à lire, les enfants standards? 3 mois. En 3 mois, c'est réglé. En langue alphabétique, si vous voulez, quelque part, c'est magnifique. C'est une invention génialissime. Hein, avoir rendu en fait le langage visible, et en 3 mois, c'est réglé. Le rapport graphème-phonème, etc. D'accord? Mais ça, c'est le cas d'environ 50% des enfants. En 3 mois, ils ont réglé le problème. D'accord? Et il faut surtout leur faire la méthode syllabique, parce que quelque part, on a dit longtemps, oh là, les pauvres, on les expose à un truc tellement ennuyeux, donc il faut surtout leur donner du sens d'emblée. C'est aberrant. Il faut leur donner la technique. Et cette technique, elle est très simple, si vous voulez, si on a en fait un cerveau prêt à l'emploi, et à ce moment-là, quelque part, on apprend à lire en quelques mois. Mais il y en a encore 50% qui n'arrivent pas à lire, ou qui lisent moins bien. Qu'est-ce qu'on fait? Intervention. On prend ces enfants-là, 1 heure de plus de lecture par semaine. D'accord? Mais correct. C'est-à-dire pas en fait leur faire la même chose que les autres en petits groupes. On reprend les fondamentaux, graphème, phonème, phonème, graphème, blablabla, les digrammes, les trigrammes, les graphiques complexes, etc. Et puis en fait, il y en a 30% qui disparaissent, qui deviennent lecteurs à Pâques. Et il reste encore, si vous voulez, 20%. Ben, on refait, on fait 60%, on en remet encore une couche, si vous voulez, et à la fin de l'année, il en reste combien? 5 à 8%. C'est simple, si vous voulez. Ben, on a détecté ceux qui, finalement, en dépit de l'entraînement intensif et approprié, restent avec un trouble. D'accord? Parce que, si vous voulez, ça ne leur suffit pas. D'accord? On les a bien exposés correctement, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, en fait, on fait la différence grâce en fait, à des interventions spécifiques. D'accord? Et dans les lycées français à l'étranger, vous avez beaucoup de chance. Je fais en fait des interventions dans beaucoup de ces lycées qui ont des moyens. Hein, et donc, il suffit d'utiliser correctement les AP. Hein. Vous avez souvent des personnels surnuméraires, vous avez des moyens en plus, si vous voulez, et vous avez donc une chance folle que vous pouvez réunir les enfants dans des petits groupes. Attention, on ne fait pas de groupe de niveau. Ce grand truc, c'est démontrer comme ne marchant pas, les groupes de niveau. Parce que les bons deviennent encore meilleurs et les mauvais le sont encore plus. D'accord? Mais spécifiquement pour un apprentissage donné, on les réunit pour y aller à fond. Sachant que ce qui est un petit peu plus compliqué hein, dans cette affaire, c'est qu'on aimerait bien que ça marche. Mais là, je faisais cette intervention récemment dans le lycée français de Rabat. Et donc, le problème, c'est que les enfants différents sont plus différents les uns des autres que les enfants standards. Vous comprenez l'affaire? C'est que des enfants qui sont dans les 5% les plus en panne, ils ont des variétés de difficultés bien plus importantes que les autres qui sont semblables. Vous me suivez? Donc, l'idée, c'est que donc vous avez des enfants non lecteurs qui ne reconnaissent pas les lettres. Et puis vous avez des enfants mauvais lecteurs qui ont du mal avec les trigrammes. Ben, ce n'est pas la même chose. Hein. Comment vous les réunissez dans la même salle? Donc il faut trouver des outils. Là, pour le coup, il faut aider absolument nos collègues avec des outils prêts à l'emploi. Hein, parce que j'ai vu des choses aussi aberrantes. J'aide en fait cet établissement à trouver des solutions pour leurs enfants à besoins particuliers. Et donc je leur ai dit, regardons d'abord les enfants mauvais lecteurs. C'est simple ça. Hein. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils les ont réunis. Mais qu'est-ce que je découvre? C'est que pour faire de la fluidité de lecture, fluence, voilà pas que la grande idée c'était de lire ce qu'on appelle des virelangues. Vous savez, c'est panier piano, panier piano, panier piano. Alors attention, hein, et articulez bien hein, exactement l'opposé de ce qu'il faut. Puisqu'on a dit que justement le coût en fait, articulatoire était exorbitant et qu'il ne fallait pas l'avoir. Donc c'est une aberration. Mais c'est normal, les enseignants ne sont pas des orthophonistes, des spécialistes du langage, donc il faut leur donner des outils prêts à l'emploi pour leur dire, ben voilà,
on va se créer la voie d'assemblage, la voie d'adressage, on va travailler l'influence. Et puis il y a quelque chose qu'on n'apprend jamais aux enfants, c'est les stratégies de lecture. J'ai un texte, je lis le premier paragraphe, je me fais une image mentale, je lis le deuxième, je me fais une image mentale, je me fais une image mentale des 2 premiers, et je relis 3 fois, etc. Des stratégies de lecture qui vont permettre de compenser la difficulté de lecture, parfois même une partie du trouble de la lecture. D'accord? Donc effectivement, utilisez ces éléments-là de façon à aider finalement les enfants, et vous avez ces moyens. Je vous l'ai déjà dit, les troubles de la lecture, c'est vitesse, précision et accès au sens. Donc, le nombre de mots lus en 1 minute en CM2, c'est censé être 120 mots minute, d'accord? Et regardez un peu la distribution. La distribution, donc elle n'est pas tout à fait exactement celle que je vous ai montrée. Hein. Là aussi, c'est un peu cabossé, mais on voit bien en fait qu'il y a environ 15% des enfants, si vous voulez, qui en CM2, en 6e, à l'entrée en 6e, n'ont pas le niveau de CE2, imaginez-vous. Ils ont 2 ans de retard de lecture. Donc ça, pour le coup, c'est effectivement, ça prouve, et au-dessous de 70 mots minutes, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. 70 mots minutes, c'est un mot, en fait, toutes les secondes. Donc il faut lire assez vite déjà. On lit un mot en 1/4 de seconde, entre 1/4 et une demi-seconde. Donc quelque part, autrement, on n'arrive pas à lire. Alors, est-ce que vous savez d'où viennent ces statistiques? Est-ce que vous pensez que c'est moi qui ai un accès privilégié à des choses extraordinaires qui vous sont cachées? Pardon? Les évaluations nationales. Vous avez un outil, c'était le titre en fait de ma présentation, c'est de dire quels outils sont à votre disposition. D'accord? Vous avez un premier outil génial et qui reste généralement dans des tiroirs, c'est en fait les évaluations nationales. D'accord? Pardon? Oui, mais elles restent dans les tiroirs une fois qu'on a le résultat. Mais l'immense, enfin, mais bravo si vous les utilisez. Mais vous les utilisez? Il faut les faire passer. Trop mieux. Et comment vous faites pour les analyser? Mais quels critères vous utilisez pour ça, sur la base des évaluations? Vous avez une épreuve de fluence, vous avez des maths et du français. Pour la lecture, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un texte en fait, pour faire de la fluence. Mais quel est votre critère d'inclusion? Très bien. Bah, tant mieux. Voilà, c'est exactement ça la bonne démarche. On fait passer le test de fluence, on se rapporte aux normes, et même si vous n'avez pas accès aux normes, vous avez une norme géniale. Et en fait, et ça, je voulais aussi, c'était le deuxième argument clé pour nos collègues enseignants ici, vous avez une norme implicite, même explicite, c'est celle de votre classe. Grosso modo, dans toutes les classes, vous n'avez pas empilé tous les enfants en difficulté ensemble et tous les enfants en fait, qui fonctionnent ensemble. Donc vous avez une courbe de Gauss intime et interne à votre classe. Donc moi, je fais en fait aussi un travail de conseil auprès d'un grand établissement parisien. Donc je leur ai demandé leurs 330 évaluations de fluence. D'accord? Et bien, au bout du compte, ensuite, je leur ai dit. Donc, je n'avais pas les stats dans la tête. Enfin, je les connais, les stats. Mais quelque part, il suffisait de regarder comment ça s'est distribué sur leurs 330 enfants. Il y en avait qui lisaient 120, 150, il y en avait un qui lisait 240 mots minutes, et puis vous en avez qui étaient au-dessous de 100 mots minutes. Au-dessous de 100 mots minutes, ça va être en fait un risque, vous n'en avez pas tant que ça, et il y avait un enfant qui était au-dessous de 70. D'accord? Donc, quelque part, vous êtes effectivement là, dans un élève suspect, en fait, et puis comme par hasard, c'est celui qui faisait le plus d'erreurs. D'accord? Donc, en fait, vous avez les statistiques officielles que vous avez, cette courbe-là, elle appartient à tout le monde, d'accord? Et donc, vous avez des normes toutes simples. Et mettre une norme, ce n'est pas méchant pour les enfants. Ce n'est pas, les rendre comme des objets qu'on teste en fait, etc. C'est quelque chose de clé, puisque c'est une compétence sophistiquée, mais mécanique, celle de lire. Donc en fait, il suffit d'utiliser ces choses-là, alors qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent « Oh oui, mais ce texte, ça ne veut rien dire, c'est à côté de la plaque, ça ne correspond pas aux apprentissages, ça ne m'intéresse pas, je le mets au fond d'un tiroir, je ne regarde pas. » C'est un test mécanique, clé, pour savoir en fait quelle est la vitesse, la précision. On n'a pas l'accès au sens, mais on a les évaluations de français. Parce qu'on peut ensuite lier, parce que vous avez de l'oral et de l'écrit, en fait, quel est l'accès au sens en fait, de ces enfants-là. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, finalement, dans le sein de la classe, pour vous dire
est-ce que ça en est ou est-ce que ça n'en est pas, et en fait, quel est l'impact fonctionnel du trouble. Et vous les aurez à l'issue en fait, de ce quinquennat, vous aurez en fait les évaluations, tous niveaux confondus, CP à la 3e. J'ai encore combien de temps? Une demi-minute? Pardon? Plus trop. Voilà. Donc, pour ce qui est en fait, donc, n'attendez pas nécessairement de la part de spécialistes d'avoir, si vous voulez, des évaluations formelles. Vous êtes dans la salle de classe, vous avez en fait des critères qui sont des critères là aussi très clairs. Compréhension, pour l'écriture par exemple, pas besoin forcément d'un test psychomoteur ou graphothérapeute, c'est la lisibilité. Vous êtes tous comment dirais-je, des scripteurs standards de votre langue. Vous vous dites, est-ce que j'arrive à le lire? Et si j'arrive à le lire, ben bon, c'est un peu cabossé, c'est un peu gros et tout ça, mais peu importe, si vous voulez. Et en fait, il ou elle s'en sort dans la classe et n'est pas trop en retard par rapport à la plupart des élèves. Ou bien, effectivement, c'est très décalé, c'est très illisible, c'est dans tous les sens, c'est très brouillon et j'arrive pas à lire, donc j'ai besoin de comprendre pourquoi en fait cet enfant-là n'arrive pas à écrire correctement. Et c'est là où j'arrive en fait au deuxième point focal. 1, vous avez un outil clé, celui des évaluations. 2, en fait, vous avez un outil encore plus important, c'est votre compétence. Vous êtes des enseignants, enfin je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais en tout cas, vous êtes des professionnels de l'éducation, pour certains d'entre vous. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'à partir de votre expertise d'enseignant, vous pouvez vous dire oui ou non, cet enfant-là, si vous voulez, décalé par rapport en fait à, comment dirais-je, aux autres enfants de ma classe. D'accord? Et à partir de là, ce qui nous importe, c'est la fonctionnalité. Et donc, appuyez-vous non pas sur un diagnostic, mais sur des observables fonctionnels dans la classe. Ça vous permettra de devenir aussi un acteur, si vous voulez, un acteur authentique du PAP, du PPS, etc., parce que vous aurez des observables, si vous voulez, dans la salle de classe. Regardez, ça c'est un modèle de la lecture. Très vite, un modèle de la lecture, je ne vais pas le détailler. C'est le modèle de Nama Friedman qui a été en fait très développé, etc. Et donc là, c'est toutes les étapes de la lecture. Okay? Eh bien, en fait, ce qu'elle a envie de démontrer, c'est qu'à chacune de ces étapes, visuelle, phonologique, sémantique, lexicale, il peut y avoir un trouble, séparé des autres. Alors, on peut avoir un problème ici, un problème ici, un problème ici, ici. Tout ça, ça peut être spécifiquement problématique. Il y a 19 sous-types en fait, de dyslexie pour elle. Est-ce que vous, enseignants, ça vous intéresse? Mais en aucun cas. Ce n'est pas votre sujet. C'est un sujet de la science qui va nous permettre, par exemple, de dire dans tel type de sous-dyslexie rare, par exemple, de suivre avec le doigt, ce qui est quand même pas très high-tech, eh bien, en fait, l'enfant va mieux lire. Ou en lui mettant une fenêtre, il arrivera mieux, en fait, à concentrer son regard, etc. D'accord? Mais vous, vous en fichez de savoir, en fait, à quel niveau de lecture ça se situe. C'est intéressant scientifiquement. Si ça vous passionne, vous pouvez aller plus loin. Mais ce qui vous intéresse, c'est les conséquences fonctionnelles et les moyens de compenser. Voilà. Donc, toute l'idée, si vous voulez, c'est que je ne vais pas vous donner des choses qui sont extraordinaires, mais vous dire, faites-vous confiance. D'accord? La première chose, c'est se faire confiance dans ces observations. Les enseignants sont des experts. Ce ne sont pas en fait des auxiliaires, si vous voulez, de tout comment dirais-je, un système, alors je n'allais pas dire militaro-industriel, mais en tout cas médico-pédagogique. C'est-à-dire, en fait, vous êtes de vrais contributeurs, vous avez une expertise, si vous voulez, utilisez-la. Utilisez les évaluations nationales, soyez un partenaire actif du PPS et PAP, ça veut dire qu'il faut être dans une vraie ouverture. C'est-à-dire pourquoi les familles se sont tant battues? C'est qu'elles avaient devant elles un mur. Mais non, c'est pas vrai, mais non, tout va bien, mais non, ça va pas du tout parce qu'il faut rien, mais ça va pas parce que les devoirs sont jamais faits, etc. Ça, ce dialogue-là, il marche pas. D'accord? Parce qu'on stigmatise, parce qu'on donne on met des coupables, si vous voulez. La vraie bonne posture, c'est la posture d'écoute. C'est est-ce que vous voyez ça à la maison? Moi, je vois ça en fait à l'école, etc. On partage l'information. On s'est vu une fois. On se dit, est-ce qu'on partage les mêmes observations? Si, on peut être d'accord et pas d'accord, si vous voulez. Et puis ensuite, quelque part, on se dit, bon, on va mettre ça en place. D'accord? Et puis on se revoit dans 3 mois, dans 2 mois. Et on se dit, est-ce que c'est mieux? Par exemple, un des enfants que je suis à Rabat, c'est un enfant en fait qui est extrêmement passif. D'accord? Et on a dit, il est dyspraxique, c'est parce qu'il y a la lecture et l'écriture tout le temps, il ne peut pas y arriver, donc en fait, il arrête tout. D'accord?
Ben moi, j'ai posé la question, oui, c'est vrai ou c'est faux? Les bilans ne donnaient pas vraiment en fait, cette idée-là. Mais par contre, il pouvait y avoir des éléments disexécutifs dans le sens en fait, du défaut d'engagement en fait, de l'enfant. Ça existe. Des troubles exécutifs sur le versant non pas, si vous voulez, désorganisés et impulsifs, mais hyper-inhibés, une hyper-inhibition cognitive. D'accord? Ben, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait supprimer les cris pendant 2 mois, pendant 1 mois, totalement. Ni lire ni écrire. Et on allait voir si l'enfant s'engageait. Ben, il ne s'est pas engagé. D'accord? Donc on fait une expérience, si vous voulez, concrète, hein, c'est de se dire que quelque part, finalement, il y a peut-être autre chose qui se joue, ce n'est pas que le frein, si vous voulez, du geste moteur ou en fait de la lecture. Il faut toujours aussi être sélectif sur les aménagements. Si vous, alors, comment dirais-je, les listes qui vous sont faites sont des aides à la décision, mais ce n'est pas pour mettre des croix partout, hein, parce que mettre tous les élèves au premier rang, vous n'allez pas y arriver, même dans un établissement riche comme le vôtre. Hein. Donc, le fait est qu'il y aura un problème. Et surtout, si vous vous engagez, parce qu'on signe le truc à la fin. Moi, j'ai des familles qui négocient mot à mot. Et donc, c'est un engagement contractuel. Si, en fait, vous n'arrivez pas à faire entendre votre voix, vous vous mettez en difficulté, parce que vous n'arriverez pas à livrer. Et donc, ça va créer des histoires. Il faut que j'arrête? Oui, je suis désolée. En fait... Mais il y a qui après moi? Je pense qu'on a plein de présentations après vous, et dont dans d'autres salles. En fait, ce que je voudrais profiter de votre présentation, Monsieur Glazel, c'est de dire qu'ici, c'est un colloque, donc on vous donne des éléments, mais qu'il faudra évidemment peut-être approfondir par des formations. Et là, je me dirige vers les chefs d'établissement pour proposer des formations à nos enseignants, proposer des formations à nos associations, et que vous reveniez pour nous l'exposer vraiment de plus en profondeur, parce qu'en effet, là, je pense que tout le monde a un goût de trop peu. Mais malheureusement, on a tout un programme avec d'autres personnes qui nous attendent. Non, je ne veux pas être incorrect vis-à-vis de mes collègues. Voilà, je conclue en quelques mots. Si on parle de formation, un des points clés, il me semble, c'est toujours travailler sur la tâche. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche pédagogique? Qu'est-ce qu'une tâche scolaire? Comment l'analyser? Et j'en ai discuté avec des collègues récemment dans la recherche. C'est un travail qu'on fait constamment dans le domaine de la recherche. D'analyser la tâche, c'est un travail qu'on devrait faire au niveau de la salle de classe et de dissocier le fond, l'objectif pédagogique de la forme, et ça peut permettre d'aider beaucoup d'enfants. Voilà. Donc, n'oublions pas aussi que ces enfants 10 ont des problèmes de double tâche, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont encombrés dans leurs apprentissages. Voilà, j'aurais bien aimé vous faire la différence entre les difficultés scolaires et les troubles des apprentissages. Vous voyez, vrrr, et tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'on a des outils, on n'est pas perdu. On a en fait des capacités d'analyse. Le message clé, c'est que les troubles des apprentissages existent. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas que, si vous voulez, que la cause des enfants 10 soit noyée dans le tsunami, si vous voulez, des enfants en difficulté scolaire qui existent aussi. Hein, mais chacun doit recevoir en fait, selon ses besoins. Donc en fait, les troubles 10 existent. Il faut les reconnaître. Il faut en fait être capable de les diagnostiquer finement et de mettre en place un certain nombre de choses, mais effectivement de ne pas faire cette confusion entre les deux notions. D'accord ? On a par ailleurs des outils qui sont en fait la stimulation, qui sont l'analyse de la tâche, qui sont dissociés, si vous voulez, l'objectif pédagogique du format sur lequel on les propose. Et puis enfin, surtout, faites-vous confiance en tant qu'enseignant. Vous êtes de véritables partenaires des PAP et PPS. Vous n'êtes pas simplement en fait en bout de chaîne les exécutants, si vous voulez, d'un certain nombre d'affirmations médicales ou paramédicales. Et donc, à partir de là, vous pourrez aider ces enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Glazel, pour cette présentation qui reste en goût de trop peu. Mais on vous recontactera certainement pour plus longuement des formations.